Bonsoir Swad Bonsoir Pierre et bonsoir et chères bonsoir. participantes et chers participants. Donc bienvenue pour ce premier webinaire de l'association Méridier. Je vais vous présenter quelques éléments sur l'association. Donc elle a été créée en 2021, en avril 2021. Elle est cofondée avec Thomas Garrigue et moi-même, Pierre Varly. Donc nous avons un site web depuis peu avec des informations sur nos missions, nos activités. Notre blog existe depuis 2010, qui couvre vraiment tous les territoires du monde et qui contient 300 articles variés avec récemment, on remercie Swad et ses collègues pour avoir fourni des éléments sur l'inclusion des élèves tunisiens, malentendants, etc., etc. Donc nous avons tout un ensemble d'articles et puis une chaîne YouTube avec principalement des tutoriels. Donc on a plusieurs rubriques sur le. Si vous gérez un blog WordPress, vous avez des éléments. Vous avez aussi des tutoriels sur suivi, évaluation. Les outils qu'on développe, notamment simulation des politiques éducatives, et puis DataVisier, qui est développé par Zakaria Ben Oumar, et puis des tutos en français sur le logiciel Tangerine, et puis éventuellement la recette du couscous marocain, si vous souhaitez faire un couscous, nous avons une playlist sur les cuisines du monde. Voilà pour le mot sur l'association. À toi, Swad. Je vais présenter l'agenda et tu peux nous dire un petit peu ce qui nous attend aujourd'hui. À toi. Merci Pierre. Permettez-moi d'abord de se présenter. Je suis Souad Abdelwahed, chercheuse en sciences de l'éducation et membre de l'association Méridi et j'ai le grand plaisir de modérer ce premier webinaire organisé par notre association. Bienvenue à ce webinaire intitulé Intelligence artificielle générative en pratique dans les pays en développement. Nous sommes ravis de vous accueillir, que vous soyez connectés partout dans le monde, de l'Afrique subsaharienne, du Maghreb et de la France et de chaque coin du monde. Le contexte de ce webinaire, en fait, nous vivons dans une période de transformation digitale profonde avec la multiplication de modèles et outils d'intelligence artificielle générative. Ces technologies soulèvent en même temps des opportunités, mais en même temps des challenges et des défis. La question que se pose, quelle place et quel usage peuvent-elles avoir dans le secteur de l'éducation? C'est la question emblématique de ce webinaire. Alors, dans cette heure, nous aurons le privilège d'écouter 5 interventions couvrant des aspects complémentaires, à savoir, d'abord, on va commencer par un panorama du marché de solutions d'intelligence artificielle générative animé par Anaël. Les représentations des enseignants tunisiens face à l'UEA, il s'agit d'un master de recherche en sciences de l'éducation d'une jeune chercheur AFF. Pour passer en troisième lieu à des exemples concrets d'usage de l'intelligence artificielle dans la collecte et l'analyse des données éducatives avec notre ingénieur maghrébin, marocain, Zachary, est membre aussi de Méridi. En quatrième lieu sera la présentation animée par Dr Khalif de l'Université de Sousse avec comme thématique l'IA dans l'enseignement supérieur pour finir avec une dimension particulièrement innovante dans le domaine de l'intégration de l'intelligence artificielle. Il s'agit de l'exploitation de l'intelligence artificielle en faveur des personnes à besoins spécifiques, en particulier les sourds. La question que la Miss étudiante en master en éducation spécialisée, elle pose la question comment
l'intelligence artificielle interprète et favorise l'interprétation en langue des signes. Alors, c'est des thématiques variées. Avant de commencer, je vous prie, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Aussi, je vous sollicite de fermer vos micros si vous n'êtes pas en cours d'une intervention. Et je passe la parole à la première intervention. Anel, à vous la parole. Merci. Pour commencer, ce terme intelligence artificielle est un terme en fait qui est presque aussi vieux que l'informatique lui-même, qui remonte aux années 50 et qui désigne la capacité de la machine à reproduire des comportements humains. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle par exemple le fait de suivre des règles métiers. Mais pour ce que nous allons faire dans cette session, nous allons principalement parler en fait d'IA générative et de LLM, de Large Language Models. Ces éléments sont en fait des sous-domaines de l'intelligence artificielle. Tout d'abord, l'intelligence artificielle va se couper dans un premier domaine, croisement de la data science, qui s'appelle le machine learning, puisque dans ce domaine, nous allons pouvoir utiliser des données, d'où le croisement avec la data science, qui va permettre à l'IA de choisir elle-même les règles qu'elle va suivre en se entraînant selon des méthodes statistiques. Alors qu'avant, l'intelligence artificielle plus large est basée sur des règles métiers qui sont définies manuellement. On en suit ensuite dans des méthodes beaucoup plus récentes de deep learning qui vont utiliser ce qu'on appelle des réseaux de neurones numériques qui permettent aux modèles d'intelligence artificielle de faire des calculs beaucoup plus poussés. Et en particulier, au sein de ces modèles de deep learning, on arrive dans le domaine de l'IA générative qui permet de créer du nouveau contenu avec spécifiquement l'application au texte, les grands modèles de langage ou Large Language Models, les LLM. Les LLM sont ceux qui ont remis l'intelligence artificielle sur le devant de la scène depuis fin 2022 avec la sortie de ChatGPT. Mais ils sont loin d'être les seuls outils d'intelligence artificielle, et ne serait-ce que même les seuls outils d'intelligence artificielle générative. Aujourd'hui, si vous souhaitez tester des LLM, vous pouvez le faire en ligne assez facilement via de nombreux chatbots. La plupart d'entre eux sont américains. Il y en a également un certain nombre qui sont chinois. Le plus connu d'entre eux est le fameux ChatGPT. Pour autant, très récemment, le chatbot chinois Kimi AI, avec son modèle Kimika de Thinking, a réussi à dépasser les performances de ChatGPT et de Claude, qui étaient les leaders du marché jusqu'ici. Dans les benchmarks, sur les niveaux de performance de ces différents modèles et des chatbots associés, quasiment tout le top 200 à peu près est trusté presque uniquement par des modèles américains et chinois. Tant bien que mal, le modèle français Mistral réussit à monter parfois dans le top 50, voire le top 10 selon les benchmarks. Mais il n'y a pratiquement aucun autre pays qui se positionne actuellement dans les leaders de ces modèles des LLM. Au plus, par exemple, dans les Émirats arabes unis, on trouve Falcon Chat, qui a été fait par le Technologic Institute, qui était approximativement entre le top 200 et 250 des benchmarks. Et le modèle G ou Rice du G42, qui lui qui n'est même pas intégré au classement aujourd'hui dans les benchmarks. Entre autres parce qu'il est très petit et donc volontairement avec des performances moindres. Si vous souhaitez étudier plus largement le marché, sachez qu'il est extrêmement varié. Il y a une grande quantité d'offres sur le marché, ne serait-ce qu'en se concentrant sur les startups de 2025 en France, on a déjà plusieurs dizaines de solutions qui fonctionnent autour de solutions d'IA générative pour de nombreux secteurs. Donc si vous étendez à l'échelle de tous les pays, vous allez avoir des centaines, voire des milliers de solutions évaluées. Donc recommandez que vous choisissiez juste une partie, une poignée de solutions qui vous intéressent et que vous sélectionnez celles qui vous correspondent
si jamais vous souhaitez utiliser des solutions en ligne. Mais justement, vous avez d'autres options. Globalement, dans les grandes organisations, quand on souhaite obtenir un nouveau service, on va se demander si on va le chercher en externe, entièrement, donc c'est plutôt la partie buy, ou si on souhaite le faire construire par nos équipes internes, ça va être la solution make. Côté buy, vous avez la solution plutôt de facilité, vous pouvez tout simplement utiliser un chatbot tel que ChatGPT ou Claude. Vous pouvez également profiter de certaines solutions qui sont intégrées directement dans les environnements Microsoft ou Google, typiquement Gemini ou Copilot, qui vont vous fournir un certain nombre de solutions qui vont être intégrées directement aux données des organisations dans lesquelles vous intervenez. Si vous êtes dans des grandes organisations qui ont également des solutions telles que Salesforce ou ServiceNow, qui sont les leaders pour les sujets de CRM et d'ITSM, ces outils vont également proposer des solutions d'IA générative intégrées à leur logiciel, ou vous pouvez tout simplement creuser plus largement le marché pour trouver une solution particulière dédiée à votre besoin. Alternativement, vous pouvez vous poser la question de la création de vos propres systèmes. D'une part, si vous souhaitez vous poser la question en tant que particulier, peut-être que tout simplement, vous pouvez utiliser tout simplement ces fameux chatbots génériques. Cependant, en tant que particulier, vous pouvez aussi utiliser un certain nombre de systèmes cloud, tout comme les grandes organisations, que ce soit via ce qu'on appelle les hyperscalers, à savoir les organisations, les fournisseurs de services cloud les plus grands du monde qui sont capables de faire du coup ce qu'on appelle du scaling, du passage à l'échelle, qui sont capables de fournir des services pour des milliers, voire des millions de personnes à la fois. Les 3 plus grands du marché sont AWS d'Amazon, Azure de Microsoft et GCP de Google. Mais il y en a également d'autres. Par exemple, en France, on connaît Cloud Temple, on connaît OVH, on connaît Sens, Bleu, et il y en a encore d'autres pays par pays, les clouders qui vont fournir des services cloud. Ils sont d'ailleurs bien plus larges que tout simplement les services liés à l'IA. Ils vont pouvoir fournir tous les services cloud liés au numérique, globalement. Vous pouvez également commencer à construire des systèmes qui vont être hébergés sur vos propres serveurs ou sur votre ordinateur, sur votre smartphone. Cependant, pour faire fonctionner le LLM en lui-même, le grand modèle de langage, vous pouvez avoir besoin d'une grosse puissance de calcul qui pourrait nécessiter de mettre en parallèle plusieurs ordinateurs à la fois pour être capable de les faire fonctionner. D'où l'intérêt, à nouveau, du cloud. Et dans ce cas, vous pouvez aller utiliser des API, par exemple de Grok ou de Mistral, qui vous proposent de tester gratuitement des appels à leur LLM sur leur serveur. Et puis, vous pouvez augmenter en payant au fur et à mesure. Cependant, si vous avez des serveurs très puissants dans vos organisations, dans vos écoles, universités, entreprises, ou si vous avez ce qu'on pourrait appeler carrément des machines de guerre sur vos postes personnels, vous pouvez faire fonctionner ces LLM directement sur vos machines en local. Auquel cas, vous pouvez faire toute la chaîne de développement, que ce soit par exemple ce qu'on appelle Procode, dans lequel vous rédigez vous-même votre code, par exemple du Python, avec des librairies dédiées comme du Ollama pour l'exécution de LLM. Vous pouvez récupérer un certain nombre de modèles qu'on avait appelés OpenWeight sur le site Hugging Face, qui répertorie tous les modèles qui ont été publiés de manière libre, au moins la partie d'exécution, ou vous pouvez développer vos automatisations via des outils qu'on appelle de low-code ou de no-code, qui consistent à assembler des briques pour pouvoir construire vos workflows. En bonus, vous pouvez aujourd'hui, grâce à l'IA générative justement, profiter de solutions de vibe coding, c'est-à-dire faire coder l'IA pour vous. Vous l'exprimez tout simplement votre besoin et elle va vous générer le code, éventuellement faisant quelques itérations, pour pouvoir sortir les applications complètes. Sur ce, je vais arrêter ma présentation ici et il me semble que je vais transférer la parole à notre organisatrice qui va transférer la suite. Merci Anaël pour ces précisions. Je note si vous avez des questions ou bien des observations à adresser à Anaël seront via le chat.
Maintenant, on va passer au terrain et aux acteurs principaux, les enseignants. On va voir comment les enseignants perçoivent-ils l'intelligence artificielle, quelles sont leurs représentations sociales, avec Madame Afef Abbès, chercheuse en sciences de l'éducation. Alors, elle va nous présenter les résultats de ses travaux sur les enseignants du primaire en Tunisie avec des cas d'usage concret de l'intelligence artificielle. Afef, à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je remercie pleinement Madame Sorak et M. Pierre de m'offrir cette opportunité de participer à ce webinaire. Je m'appelle Afef Bessi. Je suis titulaire d'un master en sciences de l'éducation et actuellement, je suis en deuxième année master de nouvelles technologies. Le travail que je vais partager avec vous aujourd'hui est une réflexion sur la manière dont les enseignants perçoivent l'intelligence artificielle et sur le travail et sur leur représentation qu'ils en construisent. Donc, je vous propose donc de plonger ensemble dans leurs pensées pour mieux comprendre comment ils envisagent l'intelligence artificielle dans leur pratique pédagogique et leur identité professionnelle. Et on va passer directement à l'essentiel pour optimiser notre temps. Donc, si vous permettez, Monsieur Pierre, on passe à la diapositive numéro 5. Voilà. Donc, cette étude est donnée d'une question simple qui se passe dans la tête des enseignants quand on prononce le mot IA, intelligence artificielle. Comprendre leur représentation, c'est la clé pour concevoir des politiques éducatives qui marchent correctement. Alors, la problématique, slide suivant. Diapositive suivant. Donc, la Tunisie n'est pas un nouveau venu dans le domaine de la technologie éducative. D'ailleurs, dès 1986, soit-il presque 4 ans, notre pays organisait des colloques sur le système expert à l'Université de Tunis. On a donc un héritage intellectuel en matière de l'IA éducative. Mais voici le paradoxe. Aujourd'hui, en 2023, plutôt la date de la recherche, en 2025 et depuis 2023 jusqu'à maintenant, quand je demande aux enseignants ce qu'ils pensent de l'intelligence artificielle, je me heurte à un flou confondant. D'un côté, 75% des enseignants disent connaître l'intelligence artificielle. De l'autre côté, quand on creuse, on s'aperçoit que beaucoup confondent l'IA avec des outils basiques comme PowerPoint ou un vidéoprojecteur. Si on passe, Monsieur Pierre. Donc, voici une photo d'archive qui illustre l'un des premiers événements organisés autour de l'intelligence artificielle depuis 1986. À l'époque du système expert, c'était une période où l'intelligence artificielle était surtout pensée comme un moyen de reproduire la logique des experts humains à travers des programmes informatiques. Alors, la méthodologie de la recherche. Je vais passer rapidement. Donc, j'ai construit un questionnaire sur Google Forms que j'ai envoyé à 150 enseignants du primaire soigneusement sélectionnés dans les 24 gouvernorats de la Tunisie. J'ai obtenu 61 réponses, soit-il un taux de réponse de 41%. Les profils de mes enseignants. Donc, ce profil est important. Nous avons affaire à des enseignants expérimentés, mais dont la formation initiale remonte souvent à plusieurs années. D'ailleurs, pour beaucoup, la formation à la technologie n'était pas au programme de leur époque, ce qui explique notamment les lacunes que nous allons découvrir ensemble. La formation est un premier fossé. Les formations existantes ne préparent pas à l'intelligence artificielle. Il existe un décalage majeur entre les besoins réels et l'offre de la formation disponible. Seulement 39,3% des participants ont suivi des formations antiques. Quand je demande ce qu'ils ont appris, ils évoquent montage vidéo, traitement d'images, les logiciels Microsoft,
les Adobe, donc Storyline, les tableaux interactifs, Scratch pour la programmation et 60,7 d'enseignants, soit plus de la moitié, n'ont pas aucune formation technologique, aucune formation spécifique à l'EA n'était mentionnée. Et seulement 16,4% des enseignants disent avoir suffisamment d'ordinateurs pour leurs élèves. 83,6% n'ont pas assez. 57,4% ont une connexion dans leur école, tandis que 37% la décrivent comme lente. Près de moitié, c'est-à-dire aux environs 42,6%, n'ont tout simplement pas accès à Internet. Donc, c'est le premier obstacle matériel majeur. L'infrastructure numérique reste largement insuffisante pour une intégration optimale et efficace de l'intelligence artificielle. S'ajoutent à cela les disparités régionales flagrantes. Les enseignants des régions défavorisées sont moins informés sur l'intelligence artificielle. Bien sûr, ce n'est pas une surprise. Quand vous n'avez pas les équipements de base, vous ne pensez même pas à l'intelligence artificielle. La fracture numérique se double d'une autre fracture cognitive. Venons au cœur de ma recherche. La trouvaille principale, c'est la confusion conceptuelle massive. Quand je demande « Avez-vous entendu parler de l'intelligence artificielle ?» 75,4 répondent « Oui ». Mais quand je demande quel outil il utilise, vous utilisez dans vos classes, les réponses sont sidérantes. Donc, PowerPoint, Word, vidéoprojecteur, tableau interactif, seulement 13,1 mentionnent des outils vraiment basés sur l'IA, comme des chatbots, comme ChatGPT. Le reste confondent purement et simplement l'éthique avec l'intelligence artificielle. D'ailleurs, pour un enseignant de mon échantillon, utiliser un ordinateur, pour lui, c'est déjà de l'intelligence artificielle. Cette confusion est structurelle. Elle explique pourquoi les discours sont flous et pourquoi l'intégration stagne. On ne peut pas intégrer ce qu'on ne comprend pas. D'ailleurs, un graphique qui démontre un graphique de ma questionnaire, c'est-à-dire les résultats de ma questionnaire et ma recherche. Donc, ce graphique illustre plusieurs réponses des enseignants en ce qui concerne quel outil de l'intelligence artificielle vous exploitez et vous utilisez en classe. Donc, les résultats, je viens de les décrire. Alors, d'où viennent les connaissances approximatives des enseignants? Dans la recherche, près d'un tiers des enseignants, soit-il 29,5, disent s'informer auprès de leurs collègues. 21,3 via leur formation professionnelle, tandis que 23 via des articles de recherche et 13% via des formations en ligne. Donc, vous voyez que la source principale, c'est donc le bouche à oreille entre enseignants. Alors, comme je viens de dire, seuls 13,1 des enseignants déclarent utiliser des technologies basées sur l'IA. Quand je leur demande précisément comment, ils évoquent des jeux de lecture syllabique, des activités de communication orale, des situations d'exploration, la présentation de ressources numériques. Pour le courageux qui ont franchi le pas, quels étaient leurs bénéfices réellement? Ils citent gain du temps et d'efforts, bien sûr capacité à attirer l'attention avec un contenu ludique et attractif, accès facile plutôt à l'information, motivation grâce au learning by play. Donc, les enseignants ne sont pas hostiles à l'IA, ils sont simplement démunis. Pour la majorité silencieuse qui n'utilise pas l'IA, voici leurs obstacles et leurs contraintes. Le premier frein était cité dans la recherche pour 57% des enseignants, c'est le manque de soutien administratif et institutionnel. Les directions des écoles, les hiérarchies ne les encouragent pas. 41 évoquent le manque de temps avec des programmes surchargés.
tandis que 31,1 citent le coût élevé et 14,8 la réticence des élèves, même si je pense que c'est une crainte anticipée plus qu'une réalité, en ce qui concerne la réticence, bien sûr, des élèves. La question sensible ou la question principale, c'était est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les enseignants en classe ou non? La réponse est claire. Seuls 9,8% des enseignants ont cette crainte. 80,2% sont convaincus que l'IA ne remplacera pas les enseignants. L'IA reste toujours limitée pour eux. Elle ne peut pas remplacer l'intelligence humaine. Il manquera toujours le contact humain. Donc, l'IA est perçue comme un outil complémentaire. S'il vous plaît, Afef, il vous reste 2 minutes. Je vais faire vite, Sohan. En analysant les présentations sociales des enseignants, on a découvert que dans la tête des enseignants, l'IA est un noyau. Dans l'analyse, je me suis basée sur la théorie d'Abric. Donc, dans la tête des enseignants, l'IA est un noyau central stable. C'est-à-dire, c'est moderne, c'est chic, c'est le futur, c'est informatique. Ce sont des idées figées, non négociables. Autour de ce noyau, il y a des éléments périphériques plus flous. Manque de définition précise, confusion avec l'éthique plutôt, attente magique de la technologie. Cette structure explique pourquoi les représentations sont si résistantes au changement. Donc, le noyau central se transmet socialement sans être remis en question. Alors, j'ai essayé de situer ma recherche par rapport aux autres études. Donc, j'ai trouvé que l'UNESCO a publié une étude similaire en Estonie en 2021 et les résultats peut-être étaient, ma vision était proche. Donc, les résultats sont frappants de ce multitude. En Estonie aussi, 47% des enseignants ont une connaissance plus ou moins limitée de l'IA et 0% se considèrent experts. Les résultats sont donc les mêmes obstacles reviennent. Le manque de formation, manque du temps, problème d'infrastructure et d'autres, la majorité plutôt ne voit pas l'IA comme une menace. Donc cette convergence est très importante. Ce n'est pas un problème purement tunisien, c'est un problème global. Les enseignants partout dans le monde entier ont besoin de même soutien pour adopter l'intelligence artificielle. Je vais passer au slide numéro 22 rapidement, Monsieur Pierre. Donc, synthèse des résultats, 3 conclusions majeures. Confusion conceptuelle structurelle, l'IA n'est pas différenciée d'éthique. Triple barrière, barrière matérielle, barrière humaine et barrière institutionnelle. Et aussi, les représentations sont ambivalentes, curiosité, mais peur latente de l'inconnu et de la déshumanisation. Quelques pistes et quelques recommandations urgentes, je le vois urgente. Donc, la formation spécifique, renforcer l'infrastructure, accompagnement institutionnel et surtout former les formateurs, s'appuyer sur l'échantillon de 39% déjà formés au TIC et créer un réseau d'experts locaux. Alors, quelques pistes de recherche, perspectives de recherche, axes à explorer. Des pistes, donc, pour la recherche future, il faut approfondir avec des études qualitatives. Donc, il faudrait faire une analyse comparative Est-Ouest-Sud de la Tunisie pour mesurer l'impact des disparités régionales. L'impact de la confusion conceptuelle sur les pratiques méritait une étude à part entière. Et enfin, le rôle de représentation sociale dans l'adaptation technologique est un champ de recherche passionnant qui dépasse le cas tunisien. Et je vais conclure par une formule qui résume tout. L'IA ne remplacera pas les enseignants, mais les enseignants qui maîtriseront l'IA remplaceront ceux qui ne la maîtriseront pas. Ce n'est pas une menace, c'est une réalité professionnelle. L'enjeu n'est pas technologique, il est bien éducatif et social. Il s'agit de préparer nos élèves à un monde où l'IA sera partout. La Tunisie a les capacités intellectuelles, il suffit de les mobiliser sur terrain. Et merci pour votre attention et je suis ouverte pour toute question. Merci, Afef, pour cette recherche aussi
pertinente d'avoir creusé la question des représentations sociales des enseignants envers l'intelligence artificielle. Maintenant, on va passer à un aspect aussi crucial. Il s'agit des données. Comment l'intelligence artificielle peut-elle nous aider dans la collecte et l'analyse des données éducatives? C'est avec M. Zakaria Ben Hamoud, data scientist et expert en analyse des données, va nous partager des exemples concrets d'usage de l'intelligence artificielle dans l'analyse et le traitement des données. À vous la parole, Zakaria. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup pour cette opportunité pour partager des expériences et en même temps aussi pour, ça sera une réflexion pour, même pour nous, donc les intervenants. Je me présente brièvement, je suis Zakaria Ben Hamoud du Maroc, de formation ingénieur en génie logiciel et actuellement consultant international en transformation digitale des systèmes d'information et data science, donc principalement donc, le développement et l'évaluation des dashboards et l'intégration de l'intelligence artificielle dans des systèmes d'information. Aujourd'hui, j'ai choisi de présenter quelque chose qui est un peu concret et qui va complémenter de ce que notre ami Anaïl a présenté au départ sur l'intégration, l'implémentation de l'intelligence artificielle dans, disons, dans nos projets donc, scientifiques et techniques. Comment on peut utiliser vraiment son impact. Comme on connaît tous, donc, l'analyse des données traditionnelles, donc, il passe par un chemin qui est vraiment basique. Donc, la collecte de données, faire avec un fichier Excel, par la suite analyser ce fichier Excel, faire sortir les réflexions, les insights et tout ça. Et ça prend beaucoup de temps. Alors qu'avec l'intelligence artificielle générative, il a minimisé tout ça en quelques, disons, des jours, en quelques minutes à quelques heures, même en quelques secondes. Et il a rétréci et a raccourci le tout. Donc, il peut porter le chapeau ou la casquette d'un expert en analyse de données pour nous offrir donc la vitesse. Au lieu d'avoir des analyses et des insights en jours ou en semaines, c'est en quelques secondes. L'accessibilité, au lieu d'être un expert statisticien, donc il suffit d'un langage naturel simple pour nous faire comprendre et nous faire sortir donc tout ce qu'on cherche. Et par la suite, il ne s'arrête pas à la contextualisation de ce qu'il trouve, mais aussi à la prescription, ce qu'il fait. Il a la possibilité de faire des recommandations. Il suffit juste de bien structurer ce qu'on veut faire et ce qu'on demande. Donc, j'ai choisi de faire ça à travers un modèle, donc une démonstration, donc c'est un cas pratique. Donc, c'est un peu différent, donc de la donnée brute à la recommandation stratégique en 60 secondes. Je partage avec vous directement donc l'application pour voir exactement donc ce que vraiment l'IA peut faire. Voilà. Donc, ceci est une application, donc elle est un peu simple. Donc, il s'agit donc de trois choses qu'il va faire. Donc, la première chose, qui va récupérer des données, donc sans avoir à charger le fichier Excel, mais elle va récupérer les données via une API à la source de Banque mondiale. Par la suite, il va nous ramener donc toutes les données donc brutes. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas une innovation, mais c'est quelque chose qu'on peut faire même avec Excel. Mais c'est quoi l'innovation? L'innovation, c'est que lorsqu'on va récupérer ces données-là, donc l'application, il traite les dépenses, donc trois indicateurs, donc les dépenses d'éducation publique, donc dans plusieurs pays dans l'Afrique, le taux d'achèvement donc du niveau primaire des filles dans l'éducation et le taux de scolarisation primaire. Et ça, c'est un intervalle, disons, donc moi pour la démonstration, j'ai choisi entre 2010 et 2022 pour voir l'évolution donc de ces pays-là, comment il y a la corrélation entre les dépenses publiques et le progrès du niveau donc d'éducation des jeunes filles donc et le taux de scolarisation. Donc, comme j'ai dit, importer les données et faire les insights et faire tous les graphes, ça c'est simple, on peut le faire même avec Excel. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que l'analyse
de ces données-là et comment on peut faire sortir des interprétations et lire les données, lire entre les lignes et par la suite faire sortir donc ce qu'on appelle donc la conceptualisation des données, par la suite la prescription. Donc pointer donc quelles sont les anomalies, pointer quels sont les bénéfiques, comment un pays se démarque par rapport aux autres, quelles sont les problématiques et par la suite comment on peut interpréter ces données-là. Donc, et là où il intervient, ce qu'on appelle l'API intelligence artificielle. Au lieu de prendre ces données-là, donc brutes, les copier et les mettre sur un chat, que ce soit ChatGPT ou Claude ou Gemini ou Perplexity. Donc, on va pas faire ça avec un seul clic, donc c'est lancer l'analyse. Et ce clic-là, donc, il va utiliser ce qu'on appelle l'API IA. Donc, c'est un pont qui va se connecter directement avec l'IA générative. Donc, dans notre exemple, on a choisi donc Claude. Et il va prendre toutes ces données brutes et il va les envoyer. Et on va structurer tout ça avec ce qu'on appelle le prompt ou la requête qu'on veut. On va leur demander exactement, tu vas te porter comme un analyste et tu vas nous faire sortir donc les tendances et les patterns clés. Par la suite, tu vas pointer tous les anomalies que tu vas trouver dans ces données-là. Et ensuite, tu vas essayer de nous faire sortir donc toutes les recommandations qui vont servir pour les stratégies. Et là, au lieu de faire ça de la manière traditionnelle qui va prendre beaucoup de temps et beaucoup de jours, donc au lieu d'analyser les données et pointer chaque année par année, faire le comparatif, ben, l'intelligence artificielle, elle le fait ça en quelques secondes et il nous fait sortir quelque chose qu'on peut lire simplement, même si nous ne sommes pas vraiment des statisticiens ou des experts en l'éducation ou même dans la stratégie publique. Comme vous pouvez voir, donc, par exemple, les tendances, il a pointé donc, ces trois exemples de pays, donc chaque pays, comment son PIB a évolué entre plusieurs années, comment il a impacté l'éducation, quelles sont les disparités qu'on peut trouver entre chaque pays et son jour. Par la suite, il va pointer quelles sont les anomalies. Donc, au lieu qu'on cherche sur les données et analyser ligne par ligne, donc lui, il va chercher directement, il va pointer les anomalies qu'on peut récupérer et qu'on peut établir et qu'on peut insérer dans des rapports. Et par la suite, ce qui est intéressant avec l'utilisation de ces API, c'est qu'il va participer aussi dans tout ce qu'on appelle la prescription stratégique. Donc, il va essayer de nous faire sortir donc, des prescriptions ou des recommandations comment on peut optimiser, comment on peut établir, comment on peut améliorer ça à partir des données donc, concrètes et ce qu'on appelle les patterns clés. Au lieu d'avoir des recommandations générales, alors là, ce n'est pas des recommandations générales, mais des recommandations qui sont, disons, bien faite et conçue pour un cas concret, un cas spécifique. Par exemple, pour notre exemple, pour le Sénégal, il va inciter exactement, malgré que le PIB, dans notre exemple, elle est de 5%, mais le taux d'achèvement reste critique. Donc, l'action, il faudra faire des audits éducatifs et leur allocation vers des programmes ciblés. Ce qui fait, il va chercher toutes les données qu'on a chargées et par la suite, il va faire des recommandations spécifiques. Donc, c'est ça l'avantage ou ce qui est vraiment le plus que peut nous apporter cette API au lieu de faire les données donc, sur l'intelligence artificielle donc classique, donc au lieu d'utiliser donc le chat GPT. Et la dernière chose qu'on peut pointer sur ça, c'est que l'intelligence artificielle, c'est comme un cerveau. Et deux cerveaux ou trois cerveaux vaut mieux qu'un seul cerveau. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a la possibilité d'intégrer plusieurs intelligences à la fois. Donc, par exemple, dans notre programme, on a déployé le Gemini et Google Anthropic, Claude. On peut déployer les Perplexity, on peut déployer donc Copilot. Et l'objectif ou la cible, c'est que les mêmes données, mais avec plus différents raisonnements. Ce qui fait, on compare les raisonnements et par la suite, on peut décider en se basant sur ces raisonnements-là qui sont vraiment différents. Donc, lorsqu'on a plusieurs raisonnements, donc on peut vraiment toucher la bonne décision. Donc, ça, c'est la conclusion.
Donc, et on peut, parce que tout le temps, on a des stéréotypes ou cette problématique qui disent que tout le temps, donc, l'intelligence artificielle va remplacer l'être humain. Ben, moi, personnellement, je dis non, parce que l'intelligence artificielle, c'est comme un agent qui a des super powers, mais c'est vraiment ces super powers, cette super puissance, c'est à l'être humain de la gérer et de l'utiliser. Donc, parce que tous ces résultats qu'on a ici, que ce soit le rapport qu'on a fait, il s'agit d'un prompt. Un prompt, c'est la requête qu'on a modelée et qu'on a conçue pour demander à l'intelligence artificielle ce qu'il va exactement faire et ce qu'il va exactement nous retourner. Donc, il suffit juste de pointer, voilà l'objectif, voilà donc la mission, et voilà les tâches, et voilà la source de données avec laquelle tu vas travailler. Donc, c'est comme un accélérateur. Au lieu qu'on fera la chose nous-mêmes et ça va nous prendre plusieurs semaines à plusieurs mois même, pour avoir donc ces résultats-là, l'intelligence artificielle a raccourci cette durée, ce qui fait donc les tâches qu'on faisait avant en plusieurs jours, on peut les faire maintenant en quelques minutes à quelques heures, ce qui va aider même à l'aide à la décision, parce que lorsqu'on effectue des évaluations, S'il vous donc, plaît, Zachary, oui, il ne vous reste plus de temps. Si vous pouvez donc, résumer. oui, c'est bon. Donc normalement, c'est bon. Donc, j'ai, comme on dit, j'ai atteint donc le but, c'est que on peut dire que l'IA, c'est un partenaire et non pas quelqu'un qui va remplacer donc l'être humain. Et c'est un accélérateur de décision parce que il ne remplace pas l'expert de terrain, mais il va donner des superpuissances pour avoir des résultats en temps et à l'heure, non pas de retard. Donc, c'est ce qui va vraiment donc nous aider à faire des décisions au temps et en heure. Ben, merci beaucoup pour cette contribution et je passe la main à Suad. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Zachary. Évidemment, cette exploitation de l'intelligence artificielle en analyse des données va nous procurer des gains au niveau du temps et au niveau d'efficacité, certainement. Alors maintenant, on va explorer une autre piste, c'est l'enseignement supérieur et les transformations digitales technologiques au niveau de l'enseignement supérieur avec Dr Mohsen Khalifa, expert en intelligence artificielle à l'Université de Sousse, qui va nous présenter les enjeux et les opportunités de l'intelligence artificielle dans ce contexte. Alors, je vous cède la parole pour nous présenter dans 10 minutes cette, cette piste de travail sur l'intelligence artificielle dans votre contexte. Merci. Parfait. Merci, docteur. Merci à tous les intervenants. Et Pierre, est-ce que ma présentation est prête? Monsieur Khalifa, vous pouvez présenter vous-même, vous pouvez faire le partage normalement. Très bien. Très bien. Très bien, je vais essayer. Vous pouvez... En attendant, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat, hein, comme vous avez commencé à le faire pour les participantes et participants. Bon, en tout cas, merci à tous les intervenants. En fait, mon intervention, c'est autour de l'intelligence artificielle. Monsieur Khalifa, si vous voulez, si votre présentation n'est pas encore prête, si vous voulez, je passe à la mise en attendant que peut-être moi, je peux partager votre présentation avec Pierre. Si vous voulez, on passe, Pierre, que pensez-vous? Si on passe à la mise le temps que Ah, c'est bon, Monsieur ça y est, Khalifa... ça apparaît. Voilà, monsieur C'est Khalifa. bon? Ouais, parfait. Merci. Très bien, très bien. Donc, cette intervention, c'est toujours un plaisir pour moi, c'est l'intelligence artificielle et l'enseignement. Mais vous savez, en fait, à la base, moi, je ne suis pas un développeur.
Moi, je suis un manager, un stratège. C'est-à-dire, vous savez que actuellement, je suis doctorant, c'est vrai, mais toujours, j'ai cette casquette entre le professionnel et l'académique. J'enseigne, je suis doctorant en sciences politiques, le management par intelligence artificielle dans le secteur public, mais aussi j'ai passé 25 ans dans le secteur industriel. Mon rôle, c'est créer le besoin de l'IA, établir le cahier de charge, donner aux développeurs pour présenter la solution, puis suivre la mise en application de cette solution dans l'entreprise. Le sujet d'intelligence artificielle et l'enseignement supérieur en tant que prof de part, en tant qu'un homme de terrain, c'était jusqu'à 2024, lorsque j'enseigne ou je fais des formations sur l'intelligence artificielle et l'enseignement, je fais cette présentation classique, c'est quoi l'IA, mais maintenant, pour moi, tout ça, c'est dépassé parce que nous sommes dedans. J'ai opté pour parler sur le modèle des agents IA, c'est-à-dire nous sommes actuellement dans un stade où ces agents IA vont être des enseignants eux-mêmes. Pourquoi? Parce que est passé par trois stades. Le premier, c'est l'IA qui apprend, comme on a expliqué dans la première intervention sur le machine learning, les deep. Tu lui donnes une photo, ça c'est un chat, elle dit c'est un chat, ça c'est un chien, elle dit ça c'est un chien. Puis tu lui donnes des systèmes industriels, elle le copie sur des objets ou sur des pièces. Puis on a passé euh, euh, à une IA qui crée la création. Ce sont les modèles de l'IA générative comme le ChatGPT à partir de la fin 2022 jusqu'à maintenant avec le ChatGPT. CIA qui fait l'interaction avec l'être humain. Maintenant, tout ça est dépassé et nous assistons à un avènement des modèles des agents IA qui travaillent, que ce soit dans le secteur d'enseignement, dans le secteur de médecine et même des accompagnants. Il y a 32 000 systèmes d'IA, agents IA, à se retraiter pour les accompagner. Dans ce sens-là, moi, je vais partager mon intervention sur trois points. Le premier, c'est l'avènement des systèmes classiques d'enseignement. Pourquoi on ne peut plus vivre, on ne peut plus adopter le modèle classique. Le modèle traditionnel n'est plus valable aujourd'hui. Pour moi, parce qu'on ne peut pas faire le futur avec des têtes du passé. Ce modèle est non obsolète. D'ailleurs, pour démontrer ça, les données prouvent qui est affiché là, en 2025, indique que les environnements d'apprentissage boostés par l'IA augmentent la rétention des connaissances de 35% grâce à la personnalisation. C'est-à-dire que cette tendance qui ont peur, qui ont une certaine phobie, cette force qui tire en arrière pour dire que peut-être l'IA impacte l'intelligence des étudiants, non, elle est faussée par des données de terrain. Ce modèle d'enseignement 1.0 où il y a un seul professeur dans la salle de classe qui dicte, qui écrit, qui explique devant une population de récepteurs est fini. Pas seulement. D'ailleurs, autre chose, c'est que pourquoi elle est finie? Parce que ce système de mémorisation et de standardisation n'est plus efficace aujourd'hui avec la génération Z et la génération alpha. Des étudiants rapportent qu'il y a les aides à apprendre plus profondément. Je parle très bien de la génération Z, de cette jeunesse universelle, indépendamment que ce soit des pays développés ou en voie de développement. La génération est portée à composer, à interagir avec l'intelligence artificielle, pas seulement sur l'enseignement, même sur des solutions personnelles pour eux. Vous savez qu'en novembre 2024, 70 millions
des adolescents au mois de novembre, ils ont échangé avec des IA psychologiques. Ils racontent leurs histoires personnelles. Donc, il y a une nouvelle tendance, c'est cette nouvelle génération de composer avec des systèmes d'IA, des agents IA qui répondent à leurs besoins éducationnels, psychiques, sentimentaux et même sociaux. Donc, actuellement, en 2025, vu le développement très accéléré des modèles d'IA, je pense qu'il est temps culturellement, stratégiquement, pour les pays, pour les enseignants et pour les étudiants de l'éducation, qu'il faut commencer à trouver une classique et adopter l'intelligence artificielle. C'est une deuxième partie, je dis que c'est une composante indispensable de l'éducation supérieure. La tendance est encore plus frappante avec 6 milliards d'internautes et 1 milliard déjà qui utilisent l'IA. Mais c'est énorme, c'est seulement en deux ans. 1 milliard de personnes qui utilisent l'IA. Il y a autre chiffre. Vous savez qu'en France, par exemple, 52% des enfants, des élèves entre 11 et 15 ans s'en servent à une étude au mois de novembre. Donc, cette portée mentale des jeunes, des élèves surtout, je ne parle pas des enseignants, malgré que actuellement 100 000 enseignants en France ont été formés pendant l'année 2025 sur l'usage de l'intelligence artificielle. Et en Tunisie, nous sommes en train de préparer actuellement la stratégie nationale d'intelligence artificielle qui prend en compte pour former pendant l'année 2026 plus que 20 000 enseignants sur l'usage des outils d'intelligence artificielle, sans parler bien sûr des pays développés comme les États-Unis ou autres. Donc cette portée pour l'intelligence artificielle, ce n'est plus une question d'hésitation. Pourquoi? Parce que technologie, ce n'est pas une tendance, c'est une nouvelle civilisation, c'est un nouveau mode de vie. Il faut sortir de cette hésitation classique et se lancer pour adopter les modèles IA sans ces craintes sur le travail humain, sur l'impact de professeurs, sur quel professeur on va... Et pourquoi ne pas adopter un professeur à la maison? On va acheter un prof IA, modèle IA pour enseigner nos petits-enfants et le rôle de l'enseignant reste seulement encadré avec son aide. Donc, pour arriver au modèle IA, je dis que 86% des étudiants déclarent utiliser l'IA dans leur étude. S'il vous plaît, 86%. Monsieur Khalalifa, si c'est possible, il vous reste 1 minute. 1 minute, très bien. Donc, moi, je vais finir par dire que il est dans le monde en développement comme la Tunisie, de sortir de cette hésitation au niveau politique public, au niveau des enseignants, au niveau des décideurs, pour faire une stratégie d'adopter des agents IA. Je parle des agents IA parce que si on va adopter des solutions classiques de l'IA, on n'arrive pas. Déjà, c'est dépassé. Donc, on va sauter directement pour faire intégrer les modèles des agents IA à domicile, à l'école, à l'université. Merci. Merci beaucoup, Dr. Khalifa, pour cette perspective sur l'enseignement supérieur. Maintenant, nous sommes arrivés à la dernière intervention qui a un aspect innovatif, innovante et inclusive sur l'exploitation de l'intelligence artificielle auprès du sourd et au niveau de la langue des signes avec l'EMIS. Bonsoir à tous, merci de cette opportunité. Avant de me lancer mon présentation, je suis la Miss Bakalti, interprète en langue des signes et étudiante en master professionnel éducation spécialisée. Donc,
les résultats principaux de ma recherche de l'année dernière. J'ai testé les chats GPT et DeepSeek pour analyser des définitions de la langue des signes et concernant quelques termes spécifiques. Donc, le point positif, ces réponses plus ou moins pertinentes d'un point de vue linguistique et général. Deuxièmement, tentative de structuration des informations. Mais pour les limites, ces connaissances sont très limitées et approximatives de la langue des signes et parfois manque de compréhension du contexte culturel. Donc, la Miss, langue des signes est pardon, Miss, est-ce que c'est possible de partager les slides sur l'écran, يعني surtout l'écran? Est-ce qu'elle est partagée ou non? De partager les diapos. Diaporama, normalement, si vous cliquez Présentation en sur diaporama. Sinon, Ah, ok. Ça va maintenant? oui, c'est Shukran, parfait, merci. plus clair, oui. Ok. Concernant la langue des signes tunisienne, un cas problématique, les AI nous fournissent souvent des données incorrectes sur la liste à cause de la documentation insuffisante, manque de sources officielles en ligne pour la langue des signes tunisienne, confusion linguistique, mélange entre l'ALSF, la langue des signes française, et l'American Sign Language et la langue des signes tunisienne, relève une incompréhension spécifique. Donc, comme un limite majeure, l'AI décrivent les signes verbalement plutôt que de les montrer visuellement. Cette approche limite fortement leur utilité dans un apprentissage qui doit être essentiellement visuel. Donc, dans la deuxième partie, j'ai testé une application intitulée HandTalk. Elle est d'origine brésilienne. Elle fait une traduction automatique en langue des signes de l'anglais écrit vers la langue des signes américaine. Donc, voici une vidéo. Je vais donner une phrase pour le traduire. A little bird falls from the tree. Un petit oiseau tombe de l'arbre. Donc, la problématique de cette application, elle fait une traduction mot à mot, ne respecte pas la grammaire ni la syntaxe des langues des signes. Elle donne aux propositions encore des signes. Donc, au niveau de la structure spatiale, elle ignore cette spécificité, absence de prise en compte des éléments spatiaux essentiels. Elle néglige l'iconicité, ne considère pas les transferts de taille, de forme et de situation. Donc, plutôt, elle fait de l'anglais signé et n'est pas de la langue des signes américaine. Donc, dysfonctionnement de cette application, elle fait une traduction unidirectionnelle, fonctionne uniquement de texte ou voix vers le signe, longueur limitée, restriction importante sur la taille des phrases traduites. Donc, au niveau de langue, elle est disponible que en langue des signes brésilienne et la langue des signes américaine. Donc, critique générale, l'AI est une source non fiable. L'AI ne constitue pas une source fiable pour obtenir des informations précises sur la langue des signes. Donc, les spécificités de cette langue étaient ignorées. Le système n'intègre pas les particularités linguistiques et culturelles de communautés sourdes. Donc, manque de données visuelles. Donc, c'est un obstacle majeur. L'absence de base de données visuelles riches et validées par des experts limite fortement les performances des outils AI.
Les langues des signes nécessitent du corpus visuel spécifique que les systèmes actuels ne possèdent pas. Les réponses en vidéo. Donc, l'AI ne peut pas prendre la place d'un interprète car elle nécessite une compréhension textuelle. L'interprète saisit les nuances et le contexte de chaque situation. Il a une capacité de transmettre les émotions et les intentions du locuteur et elle a une connaissance approfondie des spécificités culturelles des communautés sourdes. Bilan des technologies testées, valeur ajoutée réelle. Aucun outil n'apporte de bénéfices significatifs dans la traduction. Au niveau de la précision linguistique, au niveau de précision très insuffisant pour une utilisation pratique. Dans le respect des spécificités, prise en compte minimale des caractéristiques propres aux langues des signes. Donc, synthèse des limites. Donc, l'AI immaturité, manque de fiabilité, sans précision linguistique très limitée, accessibilité insuffisante et donc absence de collaboration avec les communautés sourdes et les interprètes en langue des signes et les experts de l'AI. Donc, vers une AI plus adaptée, développer des modèles entraînés sur des corpus de langue des signes, collaboration essentielle, travail avec la communauté sourde et les interprètes, donc les experts en langue des signes, pour assurer une traduction respectueuse de la richesse expressive. Donc, quelques recommandations pour l'avenir, enrichir les bases de données, créer des corpus visuels validés et diversifiés, impliquer des experts, collaborer avec les interprètes et la communauté sourde, et poursuivre la recherche, investir dans des études interdisciplinaires. Donc, mon recherche, les apports, de faire une évaluation critique, analyse rigoureuse des outils actuels, de faire une sensibilisation, importance de l'expertise humaine et de faire une identification des limites, mise en évidence des défis majeurs et pour les orientations futures, pistes pour améliorer les technologies. Donc, comme une conclusion, les résultats montrent que l'AI, malgré ses progrès et sa position actuelle, n'a pas encore apporté de bénéfices significatifs à la langue des signes. Donc, comme une question d'avenir, l'AI sera-t-elle capable de surmonter des lacunes et de développer bientôt des applications plus efficaces dans l'interprétation en langue des signes? Donc, cette présentation touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre écoute attentive et n'hésitez pas de me poser des questions. Merci, Lamis, pour cette présentation très pertinente qui montre les défis et les limites de l'intelligence artificielle au niveau de l'interprétation en langue des signes et surtout le décalage entre l'interprétation automatique d'un discours et l'interprétation en langue des signes avec tout ce qui est message émotionnel et prise en compte du contexte du sourd. Alors, avec la Miss, nous avons terminé les 5 interventions. Maintenant, je cède la parole à Pierre pour faire une synthèse et de différentes questions et observations adressées aux intervenants au niveau de chat. Après, Pierre, si vous me permettez, on donne la parole aux participants s'il y a des questions complémentaires. À vous la parole, Pierre. Merci Swad et merci à toutes et à tous pour les présentations. Donc on va vous remettre, on a vos mails, donc on vous donnera les présentations et on fera aussi une vidéo sur notre chaîne YouTube. On mettra les différentes présentations pour pas avoir tout le webinaire d'un coup. Il y avait une première question rapidement de Monsieur Khalifa Afef sur le chat. Est-ce que les enseignants que vous avez enquêtés, c'était tous des enseignants scientifiques ou bien il y avait un échantillon avec
des enseignants des sciences humaines, des juristes et d'autres matières? Afef, à vous. Alors, pour répondre à la question de M. Khalifa, l'échantillon était vraiment désigné aux enseignants du primaire. Et vous connaissez que notre formation ou les formations des enseignants du primaire n'est pas spécifique. Donc, ils sont d'ailleurs dans leur formation, ils apprennent beaucoup de disciplines. Bien évidemment, il y a des disciplines scientifiques. Donc, ce n'était pas vraiment spécifique à une discipline bien déterminée, puisqu'on parle d'un échantillon des enseignants du primaire. D'accord, merci. La deuxième question, c'était sur est-ce qu'il y a une IA, c'était destiné à Naël et Zakaria, pour faire des prompts? Parce qu'en fait, l'art du prompt se travaille. Donc, je vais répondre en présentant le lien qu'avait mentionné Anaël. Donc, effectivement, vous avez des listes de prompts les plus efficaces. Ce sera dans le compte-rendu. On vous enverra les liens dans le compte-rendu. Notre question bah, sur la définition des LLM, donc les Large Language Models, qui sont présentés par Anaël. La différence entre les IA gratuites et payantes, donc c'est sensiblement identique, nous dit Anaël. Simplement, les IA payantes permettent de personnaliser ou d'avoir plus de temps, ce qu'on appelle aussi, je crois, les tokens, pour pouvoir avoir plus de mots et plus d'énergie avec les chatbots. Je pense qu'on a fini pour les questions qui sont sur le chat et on vous laisse la parole, soit par le chat ou soit par une intervention directe et concise. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. À vous. La parole est qui veut la prendre? Shedia, Shedia, vas-y. oui. Bonsoir à tous. Merci à tous les intervenants pour ces différents éclairages qui ont été apportés. Mes questions s'adressent à Madame Abbas, Afef, la deuxième intervenante. Et ma question est-il possible de comparer une enquête qui se réfère à la Tunisie en 2025 et une autre qui concerne l'Estonie qui date de 2021 alors que l'IA générative était à l'époque balbutiante, celle-ci étant apparue au grand public en 2022. Voilà, ça c'est ma première question. Ma deuxième question, ou peut-être une remarque, c'est pourquoi on aurait pu poser la question de l'usage personnel des enseignants à propos de l'IA pour préparer des fiches pédagogiques, des quiz, parce que si on attend que l'institution améliore les infrastructures scolaires, on va attendre très très longtemps. Voilà. Et merci. Madame Chedia, merci pour les questions. En fait, ma recherche date depuis 2023 et en cherchant à positionner ma recherche qui entre dans un cadre de soutenance en master. Donc, la plus proche des recherches était la recherche menée en Estonie en 2021. Donc, en comparant mes résultats à celles de la recherche, en fait, qui était réellement élaborée par des auteurs en Estonie. L'échantillon était plus représentatif que l'échantillon de questionnaire. Donc, j'ai trouvé quelques intersections et j'ai trouvé quelques rapprochements entre mes résultats et celles de cette étude. Donc, 2021 et 2023, l'écart, ce n'est pas un écart qui est grand. Donc, sinon, pour l'usage personnel des enseignants en matière intelligence artificielle,
Pratiquement, les enseignants se forment personnellement en usage de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas vraiment même à l'essence de l'enseignement, plutôt au sortant de l'essence de éducation-enseignement au sein des universités, il n'y a pas la discipline qui est consacrée à l'intelligence artificielle. Même quelques disciplines qui sont destinées vers les enseignants tournent autour du numérique. Comment utiliser quelques outils basiques du numérique pour des présentations et bien sûr avec un contenu ludique et immersif pour les enfants, tel que Scratch, tel que Storyline et l'Animate. Sinon, même pour les formations qui sont planifiées au centre de formation, et je travaille dans un centre de formation, formateur et d'innovation pédagogique. Ne planifiez pas des sessions de formation consacrées pour les acteurs de terrain qui sont les enseignants pour développer vraiment leurs connaissances et leurs compétences en matière d'intelligence artificielle. Donc, reste vraiment à repenser ces dispositifs des formations pour les booster au profit de ces enseignants. Tant qu'on est à l'ère de l'intelligence artificielle, cette réalité vraiment brillante qui envahit tous les secteurs et bien évidemment le secteur éducatif. Merci, Afef. Pierre, est-ce qu'il y a d'autres questions ou bien observations? Sur le chat, non, mais la parole est à qui veut la prendre pour d'autres questions encore dans ces interventions. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, donc c'est Laila Jmal de Tunis. Donc, bonsoir tout le monde, bonsoir chers collègues. Donc, je suis là avec vous depuis le début. J'étais à écouter tout le monde. Donc, je pose la question à Monsieur Khalifa et à Monsieur Jacques et à Monsieur Pierre sur l'histoire puisque comme je pense que c'est la même chose que chez nous, on n'a pas de cadre éthique et on n'a pas de cadre légal, législatif par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle et ce qui s'ensuit. Donc, concernant les hallucinations et les fausses histoires, qu'est-ce que vous voyez comme solution pour être de plus en plus vigilant puisque on devrait se méfier de la malveillance et on devrait être toujours vigilant par rapport à ça? Monsieur Khalifa, si vous voulez répondre. Ou bien Pierre. La question elle est adressée à Pierre et... Ouais, j'ai envie de demander à Anaël sa réponse sur les aspects éthiques, parce qu'il travaille un peu là-dessus aussi. Oui, alors, je dois souligner d'une part que les hallucinations ne sont pas de la malveillance, ce sont des erreurs statistiques. Un modèle, un LLM en particulier, fait comme ce que vous avez sur votre smartphone, il va prédire le mot qui suit dans la phrase. Et par conséquent, il ne fait pas de lien conceptuel entre les différents objets qu'il manipule. Il peut donc mettre des mots ensemble qui ont l'air vraisemblables, qui ont une forte chance d'être ensemble, mais le fond de la phrase, il ne le vérifie pas lui-même. Cependant, il y a bien des risques liés à la cybersécurité de ces modèles, donc il est fortement recommandé de faire attention aux données qu'on transmet dessus, et si on souhaite transmettre des données sensibles, il vaut mieux contractualiser avec un fournisseur d'abord, la protection des données, ou héberger directement le modèle sur nos propres serveurs. Il est quand même possible de prévenir les hallucinations en particulier, si on souhaite augmenter la pertinence du modèle et limiter les risques, via entre autres du prompt engineering, c'est-à-dire donner de bonnes instructions au modèle, via la mise à disposition de bases de données spécifiques pour le modèle pour qu'il puisse chercher les bonnes informations, et différentes autres méthodes techniques. Pour autant, un petit peu comme à la création de Wikipédia,
On se souvient qu'on avait beaucoup de personnes qui allaient chercher des informations et qui les citaient sans avoir un esprit critique. Et bien, c'est similaire avec l'IA générative et les LLM en particulier. Il faut toujours avoir un esprit critique et challenger les informations qui sont données par un LLM et les comparer avec d'autres sources. Il y a également différents cadres éthiques qui sont construits dans différents pays du monde d'ailleurs. Il y a des cadres de gouvernance et de politique qui sont déployés en Inde, en Australie, au Canada, aux États-Unis, en Chine, en France. En Europe, plus largement, on a même le droit, l'AI Act, qui s'applique avec l'Union européenne, par exemple, qui pourrait servir de base pour inspirer d'autres pays. Merci, Oui, merci Annette. s'il vous plaît, une autre question concernant pour s'engager dans la protection numérique ici. Pour renforcer la confiance entre les différents partenaires quand on parle de l'enseignement supérieur ou autre. Donc, cette protection et cette vigilance dont je viens de parler tout à l'heure, donc demande des solutions, comme vous venez de dire, donc un cadre éthique correct avec des recommandations derrière. Et donc, vous voyez donc le problème de la cybersécurité et cette résilience qui devrait exister devrait être touchée de près. Donc, et en urgence, cette culture-là devrait s'installer chez nous, essentiellement, je parle de la Tunisie. Donc, comme solution, est-ce que vous pouvez imaginer, comme c'était sur l'Inde et tout, donc est-ce que vous voyez, on devrait, je parle d'ici présent, soit-il tunisien ou autre, donc s'engager par rapport à une protection numérique, comment imaginez-vous les premières mesures à prendre pour vraiment être dans s'engager dans une protection numérique? Eh bien, d'une part, c'est pas l'IA en elle-même qui aurait dû déclencher ce processus de protection numérique. Il aurait dû être en place déjà avant pour les autres sujets de traitement de données, en particulier de données personnelles, de données de santé, de données financières. L'IA ne fait que mettre l'accent sur des besoins qui étaient déjà préexistants de manière générale. Un besoin en puissance de calcul, un besoin en cybersécurité, un besoin éthique de gestion des données. L'IA ne fait que traiter de la donnée. Merci Annelle, merci Pierre, et c'est notre premier webinaire Méridi. J'espère qu'il y aura d'autres webinaires, qu'ils soient une nouvelle tendance et une nouvelle habitude dans notre association Méridi. Permettez-moi de remercier chaleureusement nos 5 intervenants, Annelle, Afef, Zakaria, Dr Khalifa et Lamis, pour cette ouverture inspirante sur l'intelligence artificielle et la langue des signes. Un grand merci à vous, tous les participants, et vos questions. À la fin, je signale que n'hésitez pas à suivre le blog Méridi et notre page LinkedIn et notre chaîne YouTube. Si vous voulez aussi, vous pouvez à tout moment rejoindre notre association et contribuer aux travaux de notre association. Et toutes les participations, toutes les interventions méritent d'être publiées dans un blog. J'attends la traduction de ces interventions en des articles qu'on va publier sur notre blog. Encore merci Pierre pour cette opportunité, cette confiance de me permettre de modérer ce webinaire. Bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt à notre prochain webinaire, Pierre. Et Allez, au revoir à et bientôt. Bonne soirée, à bientôt pour un prochain Allez, webinaire. Bonne soirée. À Merci à bientôt. toutes et à Après, tous. allez, Merci. ciao, ciao.